Bonjour tout le monde, de retour sur un nouveau numéro exceptionnel des seconds rôles. Exceptionnel parce que c'est une idée de monsieur Ismaël Diallo et vous allez voir que c'est une idée qui va produire beaucoup de discussions hyper intéressantes. T'es un gars, parce que quand tu dis ça, c'est comme si je proposais jamais des bonnes idées, quoi. Il a dit c'est exceptionnel. C'est la première fois que Monsieur Diallo, il a un cerveau qui fonctionne. Vive les Renois de maison. Bravo, on applaudit vraiment. Et Oh justement, l'interprétation. ouais, Ok. dégueulasse. Merci Thibaut Merkel en ma présence, évidemment, mon acolyte de toujours, pour discuter justement d'une thématique. Euh, Cette thématique, elle est venue à moi pendant les vacances où je discutais avec une amie qui me disait qu'elle avait rencontré quelqu'un qui travaillait dans la surveillance de... comment on pourrait dire ça? De la diversité Cité. et de l'inclusion au cinéma, Voilà, c'est au ça? cinéma, Ouais. c'est ça, exactement. Putain, c'est très bien dit. Et moi, ça m'a posé question parce que je me suis dit, d'accord, ok. Et je lui ai tout de suite posé des questions. Je lui ai dit, mais du coup, vous sentez qu'il y a une mauvaise représentation? Et en fait, on a tout de suite été amené à parler de la femme. Et, euh, et donc, moi, quand elle me dit ça, ça ne me parle pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va dépendre du type de film qu'on voit. Et donc, je lui pose la question, dans quel type de film on parle? Et donc, c'est les films de la vie courante, les films historiques, euh, voilà, les films qui sont censés se produire dans notre monde. Et donc, moi, à ça, je lui ai dit, mais c'est... En fait, c'est représentatif de l'état global du monde dans lequel on vit et on ne peut pas extraire un film qui est censé se passer dans le réel, on ne peut pas extraire cette réalité, si injuste soit-elle. On ne peut pas l'extraire et dire, voilà, je place le spectateur dans le monde réel, alors que, par exemple, je ne sais pas, c'est un monde où les Africains noirs ont le pouvoir et pas les Blancs. Ça n'est plus du réel. Donc, quand on parle de la femme, euh, si je fais un film qui met la femme au centre de tout, ce qui n'est pas le cas actuellement, hein, ce qui n'est pas bien non plus, mais là on ne parle pas de notion de bien ou de mal, on parle de réalité concrète. Si je mets la femme en tant que dominante et que je place l'homme au second rôle, euh, eh ben, je ne suis plus non plus dans cette réalité. Donc j'expose au spectateur quelque chose qui n'existe pas, avec lequel il ne peut pas s'identifier. Oui, ça fait plaisir aux gens, oui, c'est innovant, mais du coup, ce n'est plus un film qui parle d'un monde qui existe. On parle d'un multivers, du coup. Voilà. Donc du coup, on était parti sur ce principe-là. Et à ça, moi, je lui ai dit, mais est-ce que tu connais la science-fiction? Parce que dans la science-fiction, je suis désolé, mais ça fait un moment que la femme a la place égale de l'homme, voire parfois même est au-dessus. Et de là, en fait, on peut développer sur tout le reste. Mm. Et donc, on en est aujourd'hui là pour parler de la science-fiction et de ce qu'elle peut apporter, justement en termes de possibilités euh, de représentation, Mm. que ce soit ethnique, que ce soit masculin, féminin, etc. Alors que d'autres films n'ont pas le droit de le faire, par principe, puisque ces films-là sont censés se dérouler dans notre réalité. Et notre réalité, elle est telle qu'elle. Elle est patriarcale, donc les hommes sont effectivement plus voyants que les femmes. Ça a quand même bien évolué, mais on va se dire que c'est encore lésé. Il y a encore du travail. Et les minorités ethniques sont très mal représentées, mais parce que c'est le monde dans lequel on vit, les gars. Réveillez-vous, en fait. Tu ne peux pas vendre autre chose si tu parles d'une réalité. Si tu me vends un autre univers, je te dirais, tu fais ce que tu veux. Et là, intervient la science-fiction. Exactement, intervient la science-fiction. La science-fiction, à mes yeux, c'est pas. En fait, c'est presque pas un genre. Pour moi, la science-fiction, c'est, si tu veux, un drame, c'est un drame, une comédie, c'est une comédie. Généralement, c'est voilà. La science-fiction, c'est un outil
qui va permettre de servir ton message et qui va permettre de servir le drame. Donc un film de science-fiction peut être en fait un drame, tout à fait, comme on l'entend, un drame avec, je sais pas, à la Shakespeare, avec une histoire d'amour qui ne marche pas, avec des luttes de pouvoir, quoi que ce soit. Donc en fait, la science-fiction, c'est juste cette couche qu'on utilise, mais il faut voir ce que ça raconte derrière. Alors après, il y a tout un... Si on revient un petit peu en arrière, effectivement, la science-fiction, il y a eu vraiment un essor dans les années 50-60, beaucoup de la littérature. Et donc il y avait cet aspect un petit peu, on explore tout le monde des possibles, on se base sur des faits scientifiques, d'où le nom science-fiction, et on explore tout ce monde des possibles, ces futurs possibles qui s'offrent à nous, avec toutes les possibilités de la technologie, des découvertes scientifiques, etc. Et déjà commencer à se questionner sur la place de l'humanité au sein du monde, la place de l'homme sur cette terre, nos relations aux autres. Et donc, évidemment, c'est développer toute une œuvre qui est monumentale, évidemment, la littérature, la bande dessinée, les séries, le cinéma, etc. Qui, après, avec le temps, et notamment Hollywood, a commencé à devenir un petit peu encore autre chose, quelque chose d'hybride, parce que quand on parle de science-fiction pure, en fait, on ne devrait pas compter des œuvres, par exemple comme Star Wars. Alors je sais qu'on va sûrement en parler à un moment donné. Star Wars est presque pas de la science-fiction, si on peut dire que c'est plus du space opéra, et c'est là où en fait la limite elle est assez fine entre fantasy, science-fiction, etc. L'idée c'est pas de faire un cours magistral sur la question, mais c'est juste histoire de remettre un petit peu le contexte. Mais dans tout cas, quelque chose de très fort qui est devenu très vite populaire et qui peut-être qu'aujourd'hui est devenu un petit peu synonyme de spectacle, en tout cas au cinéma. Ouais. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une certaine méconnaissance, une certaine méfiance d'un certain public et voire même carrément voilà, une haine entre guillemets de ce genre parce que ça n'intéresse pas certaines personnes qui s'imaginent que c'est que des explosions, que de la pyrotechnie, que des gens qui volent, que des vaisseaux spéciaux, etc. Nous, voilà, c'est pour ça que j'en reviens à ce que disait Ismaël en préambule, c'est que la science-fiction, c'est pas que ça. Oui, ça peut être ça, évidemment, et parfois on aime bien quand ça explose et on aime bien quand il y a des vaisseaux spatiaux, mais il y a aussi toute cette couche haute, quand on gratte un petit peu derrière les vaisseaux spatiaux, quand on gratte un peu, on voit ce qu'il y a derrière, et généralement ce qu'il y a derrière, c'est, je ne vais pas dire un message, mais c'est une histoire, un drame, quelque chose qui raconte quelque chose sur notre monde, ou en tout cas sur notre psyché, sur notre... Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi, mais c'est du drame autant que n'importe quel autre genre artistique. Oui, et moi je vais rebondir sur ce que tu dis. Effectivement, on ne peut pas dire science-fiction, donc on peut élargir au thème fantastique. Par contre, du coup, on peut se dire c'est le genre fantastique. On peut reclasser dedans la science-fiction, l'heroic fantasy, le space opéra, etc. C'est un genre où en fait on n'est pas dans notre monde, on n'a plus les mêmes repères. Donc effectivement, on peut mettre plus de choses dedans et du coup, ça va nous permettre d'élargir un peu plus. Ouais, comme ça, c'est vrai que il y en a qui sont un peu tatillons. Moi, je l'ai remarqué sur mon podcast Philosophe Urbain. Il y en a, tu dis un mot, il reste fixé dessus et après, il t'écoute plus. C'est terrible. D'ailleurs, ça, c'est terrible. C'est vraiment problématique. Mais bref, c'est un autre sujet. Et du coup, pour en revenir à la fantasy ou fantastique plutôt, l'outil dont tu parles, il y a quand même beaucoup de messages derrière, finalement. C'est pas peut-être un message, c'est sûr qu'il y a un message. Il y a une critique de la société, il y a une dystopie peut-être sur ce qui va se passer avec des éléments technologiques qui sont actuels, mais qui vont, qu'est-ce que ça va devenir plus tard, notamment Terminator avec l'IA. Eh bien, on va revenir sur Terminator pour la femme, par exemple. Quand on se pose la question où est la femme dans les films des années 80-90, excusez-moi, James Cameron, regardez son cinéma. La femme est au centre. Que ce soit dans Alien ou dans Terminator, l'héroïne, c'est une femme. D'ailleurs, l'héroïne. Y a pas, les hommes sont même, je trouve, très stéréotypés, très bêtes
Et ça aussi, c'est un message. Pourtant, je suis un homme et je le regarde ce film. Mais le message que je reçois dedans, c'est hey, les gars, vous n'êtes pas si fins que ça tout le temps. Et regardez quand vous êtes comme ça, ce que ça peut enclencher, ce que ça peut déclencher comme réaction. Et si la femme avait autant de force physique que vous, bah là, c'est ce qui se passerait. Et on peut voir Ripley mettre des énormes patates ou des taquets ou mal parler à un mec. Et c'est pas un problème. Il n'y a pas de remise en question de place de l'homme ou la femme dans ce film-là. C'est comme ça et c'est tout. Et là, c'est acceptable parce que c'est dans un autre univers. Mais c'est un univers qui va nous laisser une graine de possibilités dans nos têtes à nous. Un germe qui va donner lieu à une fleur, ou moi plus tard, quand je me dis j'ai vu ce film-là, bah dans ma tête, oui, les femmes, elles peuvent aussi faire mieux que nous. Et c'est pas un problème, et c'est normal. Et c'est ça la force pour moi du fantastique dans le cinéma, c'est de pouvoir planter des graines, que ça devienne quelque chose de possible, sans pour autant me dire mais là ça n'existe pas, c'est pas possible. Bah oui, le fantastique ça n'existe pas, ça n'est pas possible. Mais ces petits messages-là peuvent le devenir au fur et à mesure. La relation à l'autre, dans un terme encore plus global que simplement homme-femme, la relation à l'autre, en fait, c'est presque un peu c'est l'un des thèmes, des thématiques les plus exploitées de la science-fiction, justement. Comme je disais, ce rapport à nous-mêmes et donc par extension ce rapport à l'autre. L'autre, ça peut être tout et n'importe quoi. Effectivement, dans la science-fiction, ça va être peut-être une autre race extraterrestre. Mais en fait, qu'est-ce que ça raconte quand je prends un exemple plus récent. Alors évidemment, je pourrais recommencer à parler de Star Trek ou ce genre de choses, mais je prends un exemple très récent pour que certains qui l'ont probablement vu comprennent. Un film comme District 9. Incroyable. Bon, alors oui, le message, il est tout de suite très clair. Très on n'est clair, pas dans la ouais. subtilité ou quoi que ce soit, mais effectivement, on a cette race extraterrestre qui en fait est ghettoisée et qui est traitée comme une sous-race par les êtres humains voilà, sur cette terre sur laquelle les extraterrestres ont atterri. Voilà, rien que ça, bon, le message il est très clair, une fois de plus, on n'est pas dans la subtilité, mais en fait tout est raconté, tout est là, et en fait je trouve que c'est un message qui est limpide, et on ne peut pas ne pas le comprendre, et surtout ne pas le supporter. Exactement. Et en fait, le fait qu'il soit concret et très direct, ça permet de le faire, de le rendre choquant. Et ce qui est marrant, c'est quand tu sors de District 9, c'est que tu te dis putain, j'ai été choqué par ça, mais je ne suis pas choqué par Israël-Palestine ou par l'apartheid à un certain moment. Alors que ça m'a choqué. Ben ça, c'est comment te plonger au cœur d'un truc sans te dire voilà, bon, bah, c'est encore ça, parce que évidemment, les infos, etc., nous fatiguent avec le malheur tous les jours et on a du mal à en être sensible. Mais le fantastique va te permettre de te remettre dans quelque chose, de reprendre conscience, mais par un biais imaginaire. Et ça, c'est cool. Parce qu'effectivement, au lieu de te tabasser avec de la réalité, on va te montrer une histoire qui n'est pas censée exister, mais qui va te faire écho à quelque chose qui existe. Et je trouve que ça va même plus te sensibiliser que quelque chose qui est trop réel, trop concret, trop vie de tous les jours. Ok, on connaît, on n'arrive même plus à en être sensible parce que psychiquement, on a des protections. Mais il faut trouver le moyen de casser ces protections pour continuer à lutter et à ouvrir des combats et à nourrir des cerveaux de sens critique. Et je pense que le fantastique, là, et donc la science-fiction qui fait partie pour moi en tout cas du fantastique, et bah, ça permet de continuer à faire vivre le sens critique. Et je pense qu'on n'a pas mesuré la puissance de ce cinéma. Oui, oui, et puis dans tous les aspects, je disais aussi tout à l'heure, dans tous les aspects artistiques. Ouais, ouais. On parle cinéma, effectivement, parce que le cinéma, bah, forcément, c'est ce qu'il y a de plus. C'est l'un des arts qui est le plus visible, qui est le plus populaire. Mais c'est aussi, à l'inverse, celui qui va apporter le plus de stéréotypes
et de clichés sur ce style, et c'est ce qu'on disait, ou peut-être qu'il va en rebuter beaucoup. Ouais. Parce qu'effectivement, et je peux comprendre que les gens n'ont pas forcément envie de voir un film où 90% de ce que tu vois à l'écran a été fait de manière numérique, que c'est pas tangible, ils ont l'impression de ne pas pouvoir le toucher, et donc ils s'en dégagent, et du coup, pas d'empathie. Je le conçois, mais en fait, la science-fiction, c'est pas ça. Enfin, la science-fiction, c'est tout un panel de possibilités. Il y a tout un corpus d'œuvres qui existent, et même de films qui existent, qui ont été faits pour, je ne sais pas, quelques poignées de dollars, avec absolument aucun effet spécial, rien du tout, mais qui sont de la science-fiction parce que forcément, on va avoir des histoires peut-être d'univers parallèles ou de voyages dans le temps, de boucles temporelles, ce genre de choses. Et donc, il y a tout un cinéma très peu connu de films indépendants aussi, qui sont de la science-fiction presque pure et dure, sans être la science-fiction cliché, stéréotypée qu'on a tendance à voir et qu'on peut imaginer tout de suite quand on entend science-fiction et qui peut refiler des boutons à certains. Et puis même si on retourne encore plus dans le temps, on se rend compte qu'en fait, déjà, on parle d'un genre qui existe quand même depuis très longtemps, si on remonte à Jules Verne ou même avant. Et puis on va voir qu'il y a des cinéastes cultissimes qui ont fait de la science-fiction. Si on prend quasiment l'œuvre la plus connue au monde dans le 7e art, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, qui déjà, si on décortique ce film, qui déjà raconte énormément de choses sur la place de l'homme, sur son évolution, sur évidemment la place de l'intelligence artificielle. Exactement, déjà à l'époque. Déjà à l'époque, qui évidemment est devenu, à plus forte raison ces derniers temps, un sujet encore plus exploré, mais déjà, je pense qu'on va dire 2001, il raconte déjà presque tout. Et on a plus grand chose à ajouter derrière, tellement c'est fort de ce point de vue-là. Il va y avoir des films comme Stalker de Tarkovsky en Russie, la Russie qui a fait, ou même la Pologne, où il y a beaucoup aussi d'œuvres de science-fiction qui existent. Alors parfois c'est des films un peu plus durs qui durent 3 heures, qui sont très très lents, etc. Mais qui sont en fait philosophiques, qui sont presque existentialistes. C'est-à-dire que vraiment, c'est des types qui vont se poser la question de pourquoi on est là, quel est notre but sur Terre, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour tous vivre ensemble, tout en continuant à se poser ces questions, mais tout en continuant à se tolérer les uns les autres. Enfin, voilà, on pourrait, honnêtement, c'est un sujet qui pourrait vraiment prendre des heures et des heures et des heures. C'est clair. Il y a énormément de choses qui ont été écrites sur ce qu'on est en train de vous dire. On n'est pas du tout en train de réinventer la roue, mais c'est bien d'essayer de faire de prendre un peu de recul en fait et de parler de tout ça. Il y a des séries aussi très dystopiques qui sont de la science-fiction, comme Black Mirror par exemple. Qui est une très bonne série Netflix. Alors, on critique souvent Netflix, mais finalement, comme je pense qu'on fait des choix aussi par rapport à ce qu'on aime, on arrive à trouver ce qu'on veut aussi, ce qui nous intéresse sur Netflix. Ouais. Donc, évidemment, ça n'a pas commencé sur Netflix, Black Mirror. C'est pour ça aussi. Ça, je ne savais pas. Tu vois, ça, tu m'as série anglaise. Ok, très très bien faite, justement, qui va reprendre certaines thématiques de notre société, qui va les rendre... les développer de façon très importante, à leur paroxysme sûrement, en tout cas d'après l'imagination des auteurs. Presque caricatural parfois, et finalement, pas tant que ça quand tu t'en rends compte que, en fait, on est en plein dedans. Et ça aussi, c'est de la science-fiction. Donc, toutes ces personnes qui ont des préjugés à chaque fois sur mais ça, c'est pour les geeks, c'est pour les nerds, c'est pour les ados boutonneux. Pourquoi je regarderais ce film ? Peut-être parce que justement, tout ce que tu critiques dans la société, que tu ne vois pas dans ton cinéma réel, concret, qui n'a pas le droit justement de s'engager sur ça, tu vas pouvoir le trouver dans ce type d'œuvre. Donc, il faut y aller. Il faut y aller sans hésiter. Il faut arrêter de se mettre des préjugés. Et vous allez voir que le cinéma, depuis bien plus longtemps que ce que vous croyez, il y a des choses qui sont représentées dedans. Deuxième partie, on est revenu.
De retour. On n'a pas changé. Exactement. On va peut-être maintenant accompagner nos propos par des exemples concrets de films où nous, on a trouvé du sens en tout cas. Et peut-être que ça vous donnera envie de les voir si vous ne les avez pas déjà vus. Vas-y, je t'en prie. Ouais, ok. Belle façon de me jeter sous le bus. Non, Moi, j'en ai, hein. non, peux y aller, hein, si tu veux. Non, mais j'en ai bien sûr aussi. Moi, je pense notamment à un film comme Les Fils de l'Homme, Children of Men de Alfonso Cuarón, où en fait, donc on est dans un futur, c'est de l'anticipation, et c'est là aussi, c'est ce qu'on disait. Ça peut être de l'anticipation, mais genre dans 2 ans. Ce sera de la science-fiction parce que là voilà, on imagine un monde où l'humanité est devenue stérile et sauf que on a, alors oui, le héros est un homme, mais en fait l'espoir de l'humanité c'est cette femme qui est enceinte alors que l'humanité n'est plus capable d'enfanter et de procréer et donc en fait ça va devenir la personne la plus importante de la planète. Et donc tout le film va tourner autour de cet homme qui doit protéger cette personne et qui doit l'envoyer en sécurité pour qu'elle puisse enfanter en paix. Et donc, là, je pense qu'une fois de plus, hein, tout est dit, mais en plus de ça, on a toute la réalisation, la mise en scène de Alfonso Cuarón qui est en fait qui est un virtuose, mais surtout qui est tourné autour justement de cette personne, de ce personnage féminin. Et il va vraiment tourner sa caméra et faire des plans qui permettent de montrer à quel point cette personne est importante. Et évidemment, en plus, le fait qu'elle soit enceinte, et donc voilà, tout est très symbolique, évidemment, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Mais voilà, c'est assez fort et ça, voilà, ça illustre exactement ce qu'on vous dit depuis une demi-heure. C'est-à-dire que là, il a voulu placer vraiment la femme au centre, l'importance qu'ont les femmes sur cette terre aussi, et c'est pas que d'enfanter, mais là, en l'occurrence, on parle de cette faculté qu'elles ont que nous n'avons absolument pas du tout, et qui est donc indiscutable. Et moi, je trouve ça beau, déjà. Alors, le film, je ne crois pas l'avoir vu parce que sinon, ça m'aurait marqué. Mais moi, j'ai d'autres films en tête où justement la femme est au-dessus de l'homme, mais d'une façon plus discrète, mais avec énormément de pouvoir. Moi, je parle de Dune, par exemple. Merci de l'avoir remasterisé, enfin d'en avoir fait des nouveaux parce que l'ancien est très difficile à regarder parce que les effets spéciaux ont très mal vieilli. Le Lynch, c'est pas facile, c'est pas son meilleur, non, clairement. C'est très très long, difficile à regarder, c'est très malaisant parce qu'il y a vraiment des scènes un peu bizarres. Mais bon, du coup, ils l'ont refait, donc c'est trop cool. Et donc dedans, tu as des hommes très forts, très intelligents, du pouvoir, etc. Mais au milieu de tout ça, tu as quand même une caste de femmes qui sont au-dessus de tout, puisqu'elles ont des pouvoirs, et notamment le pouvoir de faire céder un esprit, c'est-à-dire de commander à un esprit ce qu'il a à faire avec la voix. C'est les Bene Gesserit. Alors, je l'ai bien dit ou pas? Parce que j'ai vraiment du mal avec les noms et que ce blaze-là, il est extrêmement dur à dire. Mais du coup, ces femmes-là, elles sont dans l'ombre. Mais par contre, on voit qu'elles contrôlent la zone. Elles sont là pour dire ce qui va se passer. Elles voient l'avenir. Elles orientent les décisions politiques, les décisions de meurtre, donc, etc., etc. Et puis, il y en a même une qui se permet d'aller à l'encontre de son propre clan pour ses propres intérêts. Finalement, elles prennent la place de l'homme dans une société où pourtant ils sont très forts. Et je trouve que c'est hyper bien joué parce qu'en fait, c'est toute cette intelligence qu'on ne remarque pas tout de suite chez une femme au premier abord. Et ben là, elle est mise, mais vraiment elle est vraiment montrée à son paroxysme. Et je trouve que, enfin moi, ça rejoint beaucoup mon idée de la femme, par exemple. Parce que pour moi, la femme, elle maîtrise le monde. En tout cas, elle pourrait. Parce qu'elle a une finesse d'esprit et une force, une intelligence émotionnelle et une force de résilience que nous n'aurons jamais, parce qu'on n'est pas capable de subir ce que vous subissez. Et je trouve que dans ce film-là, justement, elles sont arrivées au summum.
Ouais. de leur art, de cette résilience, de cette intelligence, de ce chut, faut pas trop parler là, on verra plus tard, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je trouve qu'on les a mis vraiment au summum de ce qu'elles peuvent créer. Et au-delà des femmes, il y a aussi toutes ces minorités alors, qui ont leur force, chacune en fait. Tu as les mecs qui sont dans le désert, bah, pareil, les blazes, on oublie. Les mecs qui sont dans le désert, mais qui maîtrisent extrêmement bien la zone. Alors oui, au premier abord, tu dis oui, bon ok, on a voulu montrer les peuples d'Orient, machin. Oui, sauf que les peuples d'Orient sont archi forts. C'est-à-dire qu'ils maîtrisent leurs éléments, etc. Contre les Blancs, oui, comme d'habitude. Sauf que non, eux aussi, les Blancs, ils ont leur force aussi. Et c'est la confrontation. Là, on n'est pas sur de la hiérarchie au niveau du racisme, etc. On est sur chacun a ses forces et ses faiblesses et comment on s'affronte les uns les autres, comment on fait des pactes aussi, ou comment on s'accepte aussi, comment on se tolère, comment on prouve à l'autre qu'on peut être valeureux et qu'on peut apprendre de sa culture et faire partie de sa culture tout en la respectant. Euh, donc je trouve que, tu vois, Dune, il met en place tout ce truc-là de un autre monde est possible. Est-ce qu'on est cap? Voilà. C'est ça la question. Est-ce qu'on est cap après de franchir ce monde-là même le prince qui se fait toujours aider par une de ses femmes, entre guillemets, qui viendra un peu sa... Enfin, c'est pas vraiment sa femme, mais bon, bref. Mais tu vois, sans elle, il est perdu, il peut mourir, et elle est tout le temps là en train de l'aider, quoi. Donc je trouve que c'est très beau, cette façon d'inverser la situation et de montrer que la femme a toute sa place et que aussi toutes les ethnies ont des choses à proposer. Après, c'est comment on accepte la culture de l'autre ou pas, quoi. Et Dune le met très très bien en avant, je trouve. Et c'est de donner ce côté spirituel à la femme. C'est-à-dire que l'homme, effectivement, il est à la tête des institutions, c'est le prince ceci, le prince machin, c'est un peu la figure de proue, mais en fait, comme tu dis, dans l'ombre, la figure spirituelle, donc c'est l'esprit par rapport au corps. Donc on est sur une vision voilà, de la femme qui est plus éthérée, plus puissante encore, parce que c'est presque on ne peut pas la toucher, alors que l'homme est fait de chair, quoi. En gros, c'est un peu la manière dont je vois les choses, mais toute la... Alors, on parle de Dune, mais des films, mais évidemment, Dune, c'est toute une mythologie et toute une série littéraire à la base, et il y a justement toute cette littérature de science-fiction, ou en tout cas de space opéra, etc., qui existe depuis des décennies et des décennies, où effectivement, qu'on a un peu imputé à un public masculin, comme tu disais, boutonneux aussi, un petit peu plus de nos jours, parce que si tu rajoutes en plus les super-héros, etc. Star Wars, qui a été fait un peu à la base quand même, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais Lucas qui voulait le faire pour des enfants à la base, enfin, c'est un peu sa cible quand même, c'est un public un peu plus jeune. Voilà, oui. Et c'est aussi pour ça que donc qu'on en est arrivé à ces clichés plus tard et à ce désamour d'un public pour ce genre, mais en fait, tout ça pour dire qu'au final, ça fait appel presque à des automatismes presque un peu qui peuvent même rappeler la mythologie. Et effectivement, quand on parle de Star Wars, généralement, faut pas oublier le fait que George Lucas, il s'est beaucoup inspiré des écrits de Joseph Campbell, qui est justement un professeur qui a beaucoup décortiqué les mythologies, mais toutes les mythologies du monde entier. Il est allé chercher des trucs très très loin et il est allé mettre en avant tous les mythes et tous les éléments communs qu'on pouvait retrouver entre des cultures complètement opposées qui ne s'étaient jamais rencontrées, mais qui étaient allées ressortir des choses communes et qui en racontent beaucoup. Et puis ensuite, derrière, lié aussi à la psychologie. Et donc, en gros, toutes ces œuvres, elles s'inspirent beaucoup de ces choses-là, de ces écrits, de cette mythologie qui existe depuis des millénaires, et donc de ces schémas de pensée aussi qui sont voilà, propres à l'homme. Et donc, ces œuvres, elles vont venir ressortir un petit peu tout ça, tous ces trucs qui parfois sont peut-être un peu embrouillés dans nos têtes, et elles vont venir ressortir tout ça. Et comme je disais, ressortir tous nos questionnements, toutes nos interrogations, tous nos doutes, toutes nos peurs aussi, parce qu'il peut y avoir aussi un aspect, tu parlais d'Alien tout à l'heure, je pense notamment au premier, qui est quand même, je suis désolé, j'ai un peu quitté le discours sur la femme, mais pas vraiment en même temps, où en gros c'est un film de science-fiction, mais c'est aussi un film d'horreur.
Et en fait, Exactement. cette peur de cette espèce de créature qui nous est complètement étrangère, mais complètement, c'est-à-dire que, alors oui, il y a un petit côté humanoïde vraiment vite fait, mais dans les grandes lignes, c'est quelque chose qui est hyper effrayant et qui nous est étranger, qui nous effraie. Parce que effectivement, il y a plein de choses dans ce monde nous, voilà, qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, et qui nous font peur. Voilà, ça peut être la peur, ça peut être plein d'autres choses, hein, mais, euh, mais voilà, tout ça pour dire que la science-fiction va permettre de pouvoir faire ressortir tout ce qu'on a en nous et tout ce qu'on se pose comme question. Et c'est là où on se dit que en fait, toutes les possibilités sont absolument énormes. Exactement, c'est un genre à utiliser justement, et on en revient à ce qu'on disait au début, pour inverser les codes, pour changer le monde. Pour changer le monde, il faut travailler avec la science-fiction. C'est évident. Les questionnements euh, pourront être abordés sans tabou, sans problème de confrontation au réel. Tout est possible avec la science-fiction, c'est ça qui est incroyable. Ce que tu me dis, ça me rappelle aussi l'univers des zombies. Beaucoup utilisé les zombies, énormément utilisé dans l'horreur, ok. Et le fantastique, pour moi, je mets l'horreur aussi dedans parce que c'est des choses qui n'existent pas et qui sont, pour le moment en tout cas, imaginaires. J'espère que ça le restera. Même si des fois une petite invasion zombie, ça peut être rigolo. Mais le zombie est fait aussi pour montrer sur certains films la populace, son aliénation, son envie de consommer sans cesse, sans réfléchir, sans but, de façon mécanique et finalement éteindre un cerveau et tout s'arrête. Tu vois, c'est un autre exemple de dénoncer, parler d'eux en t'emmenant dans un récit imaginaire. Ah ouais. Et ça, c'est la force de la science-fiction, du fantastique. Il ne faut pas négliger ces choses-là. Pour parler de cinéma, pour parler de discrimination, d'endroits où on n'a pas assez de minorités, où on n'a pas assez de ci, on n'a pas assez de ça, il faut tout regarder. Parce que moi, je ne suis pas d'accord. Je peux être d'accord avec le cinéma qui se base sur la réalité, parce que c'est comme ça. C'est la réalité. Donc, si on parle de la réalité, on parle du monde actuel. Mais par contre, qu'on dise que mon petit genre à moi, fantastique, science-fiction, etc., ne laisse pas la place à tout ça, pour moi, c'est impossible de l'entendre. Voilà. C'est presque une bonne conclusion. Une fois de plus, on pourrait vraiment vous faire une liste Ouais, grave. de milliards de choses. Il y a plein de choses qu'on n'a pas dit. Mais oui, honnêtement, parce qu'on pourrait très bien, et on n'a peut-être pas forcément, on peut peut-être faire une petite parenthèse là-dessus, mais c'est un genre universel, forcément par définition, puisque le questionnement, c'est l'homme et le monde. C'est pas juste mon petit prisme à moi dans mon coin. Donc c'est-à-dire que on va avoir notamment au Japon, la science-fiction, c'est quelque chose qui est très très fort. Ouais. Autant dans le manga que, évidemment, dans l'un des personnages les plus célèbres du Japon qui est Godzilla. Bah oui, Godzilla. Et Godzilla, c'est quoi? C'est exactement comme tu disais, comme les films de zombies de Romero qui ont été les tout premiers, les Night of the Living Dead, les Dawn of the Dead, etc., qui étaient des films contestataires. Et ça, il ne faut pas l'oublier parce qu'aujourd'hui, les zombies sont devenus un peu une mode et on nous les sort un peu à toutes les sauces et on ne sait plus trop quoi raconter derrière. Les originaux, les premiers, ce sont des films contestataires avec le tout premier protagoniste black d'un film hollywoodien. Enfin bref, c'est des choses qui sont hyper importantes. Et vous prenez le tout premier Godzilla de Ishiro Honda, il est génial, mais au-delà de ça, il raconte quelque chose de très fort. C'est un traumatisme d'un pays qui s'est fait, qui a reçu quand même 2 bombes atomiques sur le visage et avec une population qui en a souffert pendant des années et des années après, parce qu'on parle d'une bombe atomique qui explose, qui détruit une ville, mais on oublie de préciser que derrière, pendant des années, voilà. Donc, le Godzilla original, c'est une réponse à ça.
Le Shin Godzilla de 2015, c'est une réponse à Fukushima et à la réaction du gouvernement qui a été catastrophique suite à l'explosion de la centrale nucléaire. Et donc ce reboot entre guillemets de Godzilla en 2015, Godzilla, c'est une réaction à ça. Donc ça raconte des choses. Voilà. C'est vraiment hyper important de garder ça en tête et surtout de se dire, en fait, on est tous les mêmes sur cette terre, on a tous les mêmes pensées, on a tous les mêmes questions, on a tous les mêmes peurs. Et en fait, on est capable de communiquer les uns avec les autres d'un bout de la terre à l'autre en se racontant des histoires qui vont devenir universelles et qu'on va être tous capables de comprendre et de décrypter ensemble. Et ça, quelque part, ça crée aussi, il y a aussi un aspect important de la science-fiction, c'est l'aspect communautaire. C'est-à-dire que on va avoir des gens, et c'était le cas beaucoup, moins maintenant, mais c'était beaucoup le cas dans les années 50, 60, 70, c'était vraiment des gens qui étaient peut-être avaient peut-être un petit peu plus de mal avec, voilà, qui avaient peut-être des problèmes sociaux, qui avaient peut-être des problèmes voilà, à communiquer avec les autres, mais qui ont trouvé des gens qui avaient un peu les mêmes soucis et qui ont réussi à communiquer par un amour commun pour un genre qui savait leur parler. Et ça, c'est aussi important de le garder en tête. C'est toutes ces communautés et ces gens que ça rassemble. Tout à fait. Toutes les arts de l'imaginaire. Voilà. Donc, écoutez, si vous voulez vraiment parler de diversité, si vous voulez trouver de la diversité, si vous voulez trouver des mondes complètement retournés où tous les repères, les codes sont cassés, bienvenue dans le fantastique, bienvenue dans la science-fiction. Voilà. Et vous verrez que vous serez comblé, je pense, vraiment. Et commencez avec des films des années, comme disait Thibaut, 50, mais si c'est trop vieux, ok. Mais Allez, commencez en 80, même pas. vous allez kiffer. Allez dans les années 20, vous avez Metropolis, la toute première intelligence artificielle du cinéma, dans les années 20 déjà. Ouais, mais j'ai dit si c'est trop vieux. Ouais, mais les années 20, c'est pas vieux, ça va, parce qu'on est dans les années 20 en ce moment. Ouais. Tu vois, on a... Ouais, c'est vrai que là, ça fait 100 ans les années 20. c'est bon. Mais si, en tout cas, si vous n'avez pas le courage de regarder ces films anciens, ça peut se comprendre. Mais commencez dans les années 80, ce sera déjà peut-être moins daté, et vous verrez que déjà, ces films des années 80 qui reprennent les codes des films anciens, etc., il y a déjà beaucoup de choses très concrètes que vous pouvez comprendre, et vous verrez que les codes sont cassés et que c'est pas si... c'est pas si sectaire que ça. On va pas vous pointer du doigt en train de dire ah mais toi tu regardes Terminator, mais c'est vraiment un cinéma de merde. Arrêtez avec ça. Arrêtez. Arrêtez. Vous n'êtes pas obligé de regarder du cinéma de dépressif tous les jours, quoi. Allez nourrir votre esprit ailleurs. La réalité, on la voit tous les jours. Vous voulez voir des choses qui changent? Regardez de la science-fiction. Exactement. Et on sera ravis de... Si vraiment il y a des gens qui veulent se lancer dedans, on a des listes et des listes et des listes. Nous, c'est notre kiff. Évidemment. Voilà. Voilà. On peut terminer sur une question. Est-ce que les seconds rôles, c'est de la science-fiction? Je sais pas. Vraie question. À vous de nous dire. Allez, ciao.